Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Vous avez un petit chat en bas à droite de votre écran. Voilà, si vous voulez nous dire bonjour. Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent maintenant en live et à celles et ceux qui nous rejoindront un peu plus tard en replay. On se laisse 2 minutes et on commencera ensuite, juste le temps de permettre à chacun et chacune d'arriver, de vérifier sa connexion Internet. Dites-nous d'ailleurs si vous nous entendez bien. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas. Alors Nicolas, du coup, pour pas de micro, sinon c'est trop compliqué vu qu'il y a plusieurs dizaines au moins de participants. Donc du coup, vous pouvez poser vos questions dans le chat dans lequel vous nous avez dit bonjour. Ça sera plus simple et je viendrai du coup les récupérer. Super. Parfait, merci beaucoup. On se laisse encore une petite minute pour permettre à tout le monde de bien arriver. Et on commencera. Si au cours de l'événement, vous avez un problème, n'hésitez pas du coup à rafraîchir la page du webinar. Ça permettra du coup de rafraîchir la connexion et donc voilà, de permettre du coup de nous retrouver. De toute façon, le replay sera disponible ensuite. 11h02, je vous propose qu'on commence. On a un agenda qui est un peu chargé. Je suis Benoît, du coup, je suis responsable marketing d'Agicap France. Je suis accompagné aujourd'hui de Karine, Charlotte et Philippe, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. L'idée de ce webinaire est née du contexte que nous connaissons tous ces derniers mois avec la remontée de l'inflation, les craintes de récession et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Tous ces éléments et ces défis qui vont mettre en tension la trésorerie et la rentabilité des entreprises. Et dans ce contexte, l'objectif en tant que DAF, mais aussi en tant que DG, c'est de pouvoir vraiment se positionner comme business partner pour apporter des solutions et optimiser la structure de coûts de son entreprise. Alors, le titre de ce webinaire, et je pense que ça ne nous aura pas échappé, est volontairement provocateur. On sait très bien du coup que la trésorerie est un élément du bilan quand la rentabilité est un élément du compte de résultat. En fait, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de déclencher une discussion entre opérationnels, entre directeurs, entre DAF, entre dirigeants, pour bénéficier de retours d'expérience concrets et avoir de l'impact. C'est pour ça en fait qu'on a autour de la table aujourd'hui Karine, Charlotte et Philippe. Et donc du coup, je vais les laisser se présenter. Est-ce que Charlotte, tu peux commencer et te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Charlotte Chemin. Je suis la directrice financière et associée du groupe Cofidur, un groupe dédié à la fabrication de cartes électroniques. Et nous sommes cotés en bourse au second marché Euronext. Voilà. Mon parcours purement financier, hein, j'ai commencé en cabinet d'expertise, puis après en entreprise. Et peut-être juste un mot sur ce que fait Cofidur. Cofidur, on fabrique des cartes électroniques et semi-électroniques pour différents domaines d'application, principalement l'industriel et le professionnel, aussi bien le médical, le télécom data, l'éclairage public. Et puis, on va faire aussi tout ce qui va être aéronautique, ferroviaire et militaire dans une deuxième. Je crois, Charlotte, qu'on t'a perdu. Un peu plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Ok. Et donc le tout produit en France. Je passe le bâton à Philippe. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc bonjour à tous, Philippe Chéron, directeur général d'Agicap en France. Agicap, vous connaissez sûrement, on a une solution de gestion de trésorerie en ligne. Donc on permet de faire des prévisionnels, des paiements et du recouvrement. Avant de rejoindre Agicap, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur du conseil, notamment chez McKinsey, où j'aidais mes clients dans leur stratégie de digitalisation de fonctions financières et de recherche d'optimisation des coûts. Donc c'est tout naturellement que je fais un grand plaisir de faire ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et enfin, Karine, est-ce que tu peux te présenter aussi en quelques mots? Oui, bonjour à tous et toutes. Karine Chéniaud, donc je suis directeur financier externalisé. J'interviens à mon compte dans des entreprises de tailles diverses, de secteurs divers, pour travailler en lien avec des directions financières existantes ou absentes, en transition ou en temps partagé, sur la région Pays de la Loire, essentiellement. Et je suis homologuée par BPI France, pour qui j'interviens régulièrement sur des sujets de cash BFR et d'outils d'information de gestion. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises
d'installer Agicap en lien avec mes clients pour travailler sur des solutions de prévision de trésor et tout ce qui tourne autour du paiement fournisseur et recouvrement client. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Donc, le plan du webinaire, vous allez voir qu'on va garder les slides juste pour que vous puissiez vous situer où on en est. On va avoir du coup 3 grandes parties. En première partie, on va parler des leviers d'optimisation de sa trésorerie au service indirect de sa rentabilité, sur la base du coup de retour d'expérience de nos 3 experts. On parlera ensuite on fera un zoom en fait sur la culture cash et le change management, parce que si ce sont des éléments sur lesquels vous n'êtes pas encore trop intervenu dans vos sociétés respectives, il y a une dimension de change management et sur laquelle nos experts auront aussi des conseils à vous apporter. Et on finira du coup par un temps dédié aux questions-réponses. Donc, une petite précision, on va prendre vos questions au fur et à mesure du webinaire. Si on passe un peu trop de temps sur une partie, on coupera, on passera à la partie d'après. Et du coup, on se garde un moment à la toute fin du webinaire pour justement répondre aux questions pour lesquelles on n'aurait pas encore eu le temps. Et si vraiment il y avait trop de questions, parce que vous êtes plus d'une centaine à être en ligne en ce moment, si vraiment il y avait trop de questions, on les notera et on reviendra du coup vers vous ensuite avec des éléments de réponse ou du contenu. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat à nouveau en bas à droite de votre écran. Lorsque vous posez des questions, si vous pouvez nous donner un tout petit peu de contexte sur peut-être votre entreprise, donc ça peut être le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, ça peut être des éléments aussi sur le problème que vous avez, ça nous permettra en fait derrière d'être beaucoup plus pertinent dans les réponses que l'on vous apportera. Donc du coup, le premier levier qu'on a voulu étudier, c'est la question du BFR. Je ne vais pas vous rappeler la formule, mais juste vous dire qu'on va commencer par la question du poste client. Donc, on zoome sur l'un des composants du BFR. Et là-dessus, je vais passer du coup la parole à Karine. Est-ce qu'en quelques mots, pour commencer, tu peux nous expliquer quelles sont les recommandations que tu as sur la base de ce que tu as vu qui fonctionne chez tes clients, qui au contraire n'a pas fonctionné, pour optimiser justement son poste client et bien le gérer? Oui, alors un peu dans le désordre, vous m'excuserez, mais en fait, le poste client, c'est un vaste sujet. Le poste client, pour moi, n'est pas forcément un levier de rentabilité de façon directe, mais plutôt indirecte, à savoir bien gérer un poste client et surtout gage d'éviter d'avoir des pertes à terme. Et notamment, je pense à plusieurs leviers d'action, se renseigner en termes de cotation sur ses clients en amont. Alors, il y a plusieurs outils qui existent, plus ou moins onéreux, plus ou moins faciles d'accès et plus ou moins riches en informations. Mais à minima, en fonction de la taille d'entreprise, récupérer des bilans, faire 2-3 sondages sur une cotation Banque de France ou des choses comme ça. Il y a quand même 2-3 informations qui sont en ligne et qui permettent de s'assurer qu'on travaille avec des gens sérieux qui paieront. Sur la partie gestion des retards de paiement, il y a beaucoup d'actions à mettre en œuvre qui sont relativement simples, comme avoir des process de recouvrement qui soient automatisés en amont et en aval. Souvent, on parle de relance client et de recouvrement client une fois que la facture est émise et qu'elle a 30 jours ou 45 jours ou 60 jours de retard. Et en fait, une bonne relance, à mon avis, c'est une relance qui démarre dès avant la date d'échéance. À quelques jours avant, on peut envoyer un mot, une communication à son client, pas forcément sur un ton agressif, mais plutôt d'information pour lui indiquer qu'on a une échéance qui tombe. Et ça peut être un rappel bénéfique pour un service comptable en face. Ou ça... Sur ce dernier point, quand on préparait ce webinaire, on échangeait effectivement sur ce recouvrement et des fois, on est un peu honteux finalement de recouvrer ses clients dans le sens envoyer un mail pour rappeler la position de paiement d'un client. On a peur finalement de casser quelque part la relation commerciale. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est très, très bien vécu par les services comptables qui sont ceux qui récupèrent l'information, la relance, les factures à payer. Et c'est finalement un support à leur quotidien de recevoir une relance en amont. Ça permet de vérifier l'exhaustivité des paiements à préparer, par exemple. C'est quelque chose de tout bête. Et c'est vraiment un facteur qui améliore le recouvrement.
Ça, c'est un véritable constat. Et c'est effectivement, Philippe, tu as tout à fait raison, absolument pas une honte, ça fait partie de la relation commerciale. Et c'est plutôt Et, signe de confiance et de gage de bonne gestion. et je crois que Charlotte, là-dessus, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la stratégie que vous avez chez Cofidure? Tu nous l'as expliqué en préparation de ce webinaire. Il y a presque un petit jeu de théâtre entre les C'est commerciaux ça, et l'activité. exactement, ouais, exactement. En fait, on se sert des commerciaux, nous, uniquement quand on est vraiment dans le dur avec un client. Et sinon, en fait, c'est plutôt à l'inverse, où moi, je dis On a un petit sujet de connexion avec Charlotte. en fait, le commercial soit à la fois celui qui… Oui. Charlotte, on t'a récupéré, je crois. Oui, Oui, oui. c'est bon. Est-ce que- Je peux enlever ta caméra, Charlotte, je pense qu'on a un problème de bande passante Ok. de ton côté. Ok, je coupe ma caméra. Merci. Vous m'entendez bien? C'est Oui. parfait, merci. Allez, fort et clair. Ok. Donc, je disais, effectivement, nous, on joue un peu de ce jeu-là. Les commerciaux ils vont en fait plutôt négocier les tarifs. Et puis, le service financier est plutôt là, lui, pour faire un peu le méchant et aller récupérer l'argent. Mais effectivement, comme le disait Karine, nous, on fait beaucoup des relances préventives et pas des relances ouvertes. On fait plutôt des questionnements. Combien vous comptez nous payer et quel type de facture vous comptez nous payer, ce qui nous permet de vérifier l'exhaustivité en fait, de la saisie des factures chez nos clients. Et puis ensuite, de pouvoir anticiper un peu notre trésorerie pour savoir combien on va récupérer sur les flux de facturation. Et d'ailleurs, le terme relance est galvaudé. On relance quand on est impayé, mais en amont, on communique, on informe sur des paiements à venir. Et ça fait partie d'un cycle de bonne gestion de la trésorerie chez le client et chez le fournisseur, qui lui aussi doit préparer ses décaissements et donc suivre sa trésorerie. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait, de travailler comme ça. Charlotte, je rebondis sur la notion de commerce et de relation avec les commerciaux. Il y a quelque chose qui est très important, on en parlera tout à l'heure sur la culture de le management du cash. Un commercial, il faut vraiment lui expliquer que vendre, c'est bien, vendre à marge, c'est mieux, et recouvrer la créance, c'est l'idéal. Parce qu'à la fin, on peut enregistrer des produits en compte de résultat sur une marge qu'on a réalisée entre une vente et les coûts associés. Mais si on perd la créance, si elle n'est pas recouvrée, on va finir par constater une perte. Donc ça n'a aucun intérêt. Et bien souvent, il y a souvent non, pas assez souvent, il y a des entreprises qui rémunèrent leurs commerciaux sur du facturé encaissé. Et ça permet d'intégrer le commercial vraiment dans cette culture du cash et dans l'importance d'aller chercher l'argent et de l'associer à cette démarche. Et puis, un autre point, on en parlait tout à l'heure sur la notion d'information et de communication. Quand on digitalise le flux de facturation, on facilite cette communication avec le client parce qu'on peut automatiser des documents de sortie avec des relevés de compte sur des choses qui sont propres, bien tracées, avec une bonne traçabilité, un numéro de commande, par exemple, qui facilite chez le client le traitement du paiement. Et ça peut avoir un effet vraiment très important sur le raccourcissement du délai de paiement. Donc, digitaliser le flux facture, pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel dans le bon recouvrement de ces créances. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous dire après à quelle fréquence, aussi bien Karine, Charlotte et aussi Philippe, vous pilotez justement ces créances? Vous pilotez justement donc la relance des impayés, le suivi justement de la facturation avec notamment les commerciaux. Chez nous, en fait, chez nous, c'est pas vraiment le pilotage que de la relance parce qu'en fait, c'est plutôt le poste client en global. On établit ce qu'on appelle un tableau des risques en fait client sur lequel on regarde effectivement ce qui est facturé et échu ou non échu, mais on va regarder aussi tout ce qu'on a en stock pour ces clients-là, tout l'engagement fournisseur pour les clients. Et ça nous fait une exposition de risque totale qu'on compare à notre assurance crédit pour ce client en particulier. Et après, une fois par mois, on détermine avec les commerciaux, la direction générale, quelle stratégie en fait on a vis-à-vis de ce client, vis-à-vis éventuellement des futures livraisons et des futurs marchés qu'on peut avoir avec lui. Voilà, donc après la relance, nous on fait, comme on dit, une relance préventive, puis une relance corrective, mais on a peu de problématiques.
Est-ce que vous avez des conseils du coup sur les outils, c'est une question de Julie, des outils pour digitaliser les flux de factures et peut-être aussi la rapidité avec laquelle on peut mettre en place ces outils? Nous, c'est directement intégré à notre ERP de facturation qui est SAP. D'accord. Alors, c'est ce que j'allais indiquer. En fait, c'est vraiment très, très dépendant de l'ERP, enfin des outils de gestion au sens large qui sont dans les entreprises. Certaines entreprises sont plus ou moins bien équipées de ce point de vue-là. Et un ERP n'est pas forcément suffisant. Il faut penser aux interfaces compta. C'est extrêmement variable. Et ça peut être très court, comme ça peut être très long comme projet en fonction de l'existant. Les cours, c'est quoi? Ça va être quelques jours ou... Non, c'est Non. jamais quelques jours. Un projet, c'est forcément déjà un groupe projet, une réflexion en amont sur quels sont les besoins, sur les existants, sur l'impact sur le quotidien de changer un outil ou d'en mettre en place un. Et c'est absolument infaisable en quelques jours. Et déjà, ne serait-ce que d'aller chercher un outil, c'est un mini ou un gros appel d'offres. Ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Et de ses besoins. Donc, il faut commencer par une analyse des besoins et la rédaction d'un mini cahier des charges. Donc, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas quelques jours, quelques mois, quelques semaines. C'est vraiment très variable. Ouais. Et peut-être pour donner quelques ordres de grandeur, nous, ce qu'on voit sur une solution de recouvrement, c'est sur des situations de quelques millions de chiffres d'affaires, entre effectivement le moment où il y a la prise de décision et le moment où le sujet est opérationnel, on parle de 4 à 6 semaines pour avoir déjà des premiers voilà, ça commence à tourner. Oui, et là, on est juste sur votre solution, Agicap, sur le module trésorerie et sur des tailles d'entreprise moyennes, à condition qu'elles soient staffées en interne pour effectivement gérer ces projets-là. Mais quand on parle d'un ERP, on n'est pas du tout sur ces durées-là. Si on parlait digitalisation du flux de facturation, on est sur un ERP. Effectivement. Est-ce que du coup, donc, je vois que l'heure tourne un tout petit peu. Je vous propose qu'on passe sur la question du poste fournisseur pour continuer du coup sur les leviers liés au BFR. Philippe, du coup, par rapport à ça, quels sont un peu les conseils que tu peux avoir sur notamment les négociations de prix, de délai de paiement, avec peut-être des exemples tirés de ton expérience? Oui. Alors, sur la partie prix, ce qu'on voit généralement, c'est que les directions achats se focalisent principalement sur l'optimisation du prix. C'est de bonne augure et c'est, normal de par les incentives aussi des acheteurs. Et là, ma suggestion, c'est plutôt d'avoir une analyse intégrant en fait le délai de paiement et le délai de paiement comme un levier de négociation avec le fournisseur. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des effets d'escompte si on est plutôt en situation de cash-free, donc on va payer plutôt sur le fournisseur, et là on peut aller chercher un rabais de quelques pourcents en échange. Et à contrario, si on est plutôt dans une situation défavorable en termes de cash, il est de bonne loi de négocier des paiements supplémentaires. Et ça, c'est un trade-off à faire entre le coût de l'argent dont on a besoin versus le surcoût qu'on va avoir auprès du fournisseur. Un autre exemple qu'on voit chez les clients, notamment dans le secteur du B2B et quand on est sur des produits stockés, régulièrement, on a des offres push de la part de ses fournisseurs. Un exemple concret, j'étais en discussion avec un client qui achète des machines agricoles et en fait, les fournisseurs de machines agricoles vont de temps en temps, tous les trimestres, faire une offre push. En disant, voilà, je vous fais moins 3%, moins 5% sur ces machines. Par contre, il faut décider dans les 24-48 heures. Donc, c'est une manière pour eux de mettre le système sous tension. On ne va pas leur reprocher. Et la difficulté pour la plupart des gens, c'est de savoir se positionner sur ce type d'offre. Parce que ça nécessite, on est sur des machines qui s'aiment sur centaines de milliers d'euros. Donc, ça veut dire avoir une vision de sa position cash pour pouvoir se positionner ou non. Parce que derrière, ça va créer du stock. Et ça, du coup, c'est comment j'arrive à avoir la vision de trésorerie qui me permet d'accepter et potentiellement d'augmenter mon effet stock pendant quelques temps au profit d'un bonus sur les différents produits que j'achète. Ensuite, un dernier sujet que je vois assez souvent, notamment sur les TPE et les petites PME, c'est qu'il y a un comportement limite B2C par rapport aux fournisseurs. C'est-à-dire, quand on reçoit une facture, il y a le réflexe de la payer dans la journée et la semaine. Parce que c'est limite un comportement, comme je vous dis, de consommateur. Et ça,
effectivement, ça dépend par rapport au panel qu'on a aujourd'hui, ça ne sera pas forcément pertinent pour tout le monde, mais arriver, si vous voulez, à voir ce réflexe et avoir une véritable stratégie de paiement, c'est-à-dire regarder par rapport à son prévisionnel de trésorerie, quel est le meilleur moment pour payer ses fournisseurs, c'est quelque chose qui peut vous aider et vous éviter de devoir demander des effets des lignes de crédit auprès de votre banquier. Alors, merci pour ces éléments. Je vois quelques questions qui reviennent sur ce qu'on s'était dit juste avant sur l'optimisation du poste client. J'en prends juste du coup deux. Thomas qui demandait si déjà vous avez des expériences sur l'intervention d'huissier, notamment dans d'autres pays. Donc, je pense que Thomas, c'est vraiment pour des factures sur lesquelles vous n'arrivez pas à avoir vos clients. Est-ce que du coup, Karine, Philippe ou Charlotte, vous avez déjà eu des expériences de ce type? Est-ce que vous recommandez aussi l'utilisation d'huissier? Est-ce que vous avez des stratégies particulières, notamment dans l'Union européenne? En fait, moi, ce que j'ai pu voir sur les sociétés de recouvrement, typiquement, c'est des marchés relativement locaux. Alors, certaines sociétés de recouvrement font partie de groupements qui sont au niveau européen, mais de ce que j'ai pu voir dans l'expérience, en fait, il faut plutôt avoir un réseau de sociétés de recouvrement localisées dans chacun des pays. D'accord? Parce que le droit est différent dans chacun des pays, il y a des contextes à connaître. Et donc, ma suggestion, c'est soit vous regardez un opérateur français qui est lui-même un des partenaires dans vos géographies qui vous intéressent, ou sinon vous-même d'avoir votre réseau partenaire. Du coup, en fonction des volumes, la première solution me paraît plus facile. J'abonde dans ce sens. Chaque pays a véritablement une réglementation différente et des pratiques différentes par rapport au recouvrement. Donc, il faut travailler sur du partenariat en local. Est-ce que vous avez un acteur ou quelques acteurs auxquels vous pensez qui pourraient du coup aider Thomas? Si vous avez des noms, ou en tout cas, on pourra les partager ensuite. Ouais, on peut plutôt partager ensuite en fonction de sa demande. Et du coup, une question d'Aurélie. Donc, il dit qu'elle n'a pas de RP, mais plusieurs logiciels, des logiciels commerciaux, des logiciels de comptabilité, des logiciels de trésorerie, parce qu'elle a une PME qui, a priori, est assez importante. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'elle peut optimiser sa trésorerie, sa relance client, sans avoir je reprends ces termes, un énième outil informatique de centralisation de données. Donc, comment en fait est-ce que j'essaye de faire, et d'ailleurs c'est une problématique qui nous intéresse, comment en fait est-ce que j'essaie de faire plus avec autant, voire moins? Alors nous, on n'a pas d'outils informatiques pour la relance client, par exemple. On a un logiciel compta qui s'appelle Sage, Sage 1000, peut-être que vous connaissez tous, qui fait des relances automatiques, mais que nous, on n'a pas mis en œuvre parce qu'on ne les trouve pas personnalisées, et qu'une relance personnalisée est souvent plus efficace qu'une relance automatique. Ça, c'est mon avis. Je sais que ce n'est pas l'avis de Karine. Mais c'est pas grave. Tous les avis ont du sens. Voilà, exactement. Et donc, on a créé une macro dans Excel, nous, qui va chercher en fait la liste des factures échues à payer pour les clients. Et après, on personnalise en fait via des relances mail nos relances, avec une petite macro qui va chercher en fait l'état des factures. Mais on l'a fait direct dans Excel et via notre boîte mail. Voilà. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai un peu de problématique avec Excel, qui est un très bon outil, mais qui a ses limites, et notamment qui est un outil qui apporte du risque en termes d'exhaustivité, de risque de saisie, enfin, tout le monde sait ça. Il n'y a pas de solution miracle, ça dépend vraiment de la façon dont on est équipé, quel ERP, quel outil comptable. Effectivement, les outils comptables ont souvent des modules de relance intégrés, sauf qu'ils ne sont absolument pas conviviaux, qu'ils ont des formats, des templates qui sont anti-conviviales au possible, et que selon moi, ce n'est pas le bon outil. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour Agica parce que ce n'est pas le but, mais ils ont développé récemment un petit module de recouvrement qui, pour des entreprises de taille moyenne, fait très bien le job, puisqu'en fait, il y a des templates qui sont relativement personnalisables et qui vont puiser de l'information là où elle est. Après, tout dépend des interfaces qu'on peut mettre en place entre les outils, du nombre d'outils en place, et il faut surtout travailler la rationalisation des outils et ne pas en mettre 3 ou 4 en parallèle, parce que sinon, on est sûr de travailler en silo et de faire des erreurs. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, chaque cas est particulier, et il n'y a qu'en faisant déjà une petite analyse de l'existant et un recensement du besoin qu'on arrive à déterminer les bonnes voies d'optimisation entre les outils, ou des annuls et remplaces d'outils. C'est vraiment extrêmement variable. Merci beaucoup. Alors, je me permets d'intervenir parce que je vois que sur le chat, il y a un petit débat là, sur la nature des sujets qu'on adresse.
Certains trouvent justement que vous en aurez aimé parler plus d'Agicap et les leviers qu'on peut faire à partir d'Agicap. Encore une fois, à titre introductif, on n'a pas voulu faire quelque chose qui aurait pu être perçu comme trop commercial. C'est pour ça qu'on a vu une approche un peu agnostique, si vous voulez, des outils. Mais si jamais, et je vois que c'est un peu le cas, vous voulez qu'on aborde plus le sujet Agicap et comment Agicap peut vous aider, avec grand plaisir pour le faire. Vous vous doutez, il n'y a pas de sujet à ce propos. Parce que ça semblait bien, parce que justement, j'étais en train de lire, pour tout vous dire, un témoignage d'un client. Alors, je vais vous le lire en live. Franchisé ERA Immobilier qui a 5 agences, d'accord. Et lui, ce qu'il dit d'Agicap, il dit Agicap, c'est cher, mais j'ai vite rentabilisé l'outil. Super content. Ouais, sans filtre. J'ai pu faire énormément de cost cutting. Je voulais faire un plan d'économie. J'ai gagné 30 000 € par mois, dont 50% grâce à Agicap. Comment il a fait ça? Il a spoté toutes les solutions et logiciels qui ne servaient à rien. En fait, en analysant ses flux de trésor, il s'est rendu compte qu'il payait des logiciels qui étaient complètement inutiles. Voire, il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser des outils en quantité. D'accord? C'est-à-dire que 5 agences, des outils qui étaient similaires d'une agence à l'autre, qui est construit par acquisition. Donc, ça lui a permis une rationalisation de ces outils. Il a fait un meilleur monitoring sur les dépenses de ses collaborateurs. Okay. Il a permis aussi de consolider ses flux bancaires. En fait, ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'il n'avait pas une vision exhaustive de combien il payait auprès de chacune de ses banques. Okay. Et parce que l'information, vous vous doutez, les banquiers, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel ils aiment trop communiquer. Et par la catégorisation qu'il a pu faire dans l'outil, il s'est rendu compte de combien il payait auprès de chacune de ses banques. Donc, il a pu renégocier en consolidant ses flux bancaires sur l'un de ses banques. Et à ce titre, il a permis d'avoir des gains. Il s'est rendu compte aussi, c'est sur le poste fournisseur, c'est assez intéressant, que des fournisseurs le facturaient 2 fois. Ça, c'est pour l'avoir vu sur des boîtes aussi bien du milliard d'euros que sur des boîtes de dizaines de millions. C'est un vrai sujet, les doubles paiements. Alors, les ERP, les process comptables sont faits justement pour l'éviter. En revanche, ce qu'on voit, c'est que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des doubles paiements. C'est toujours très compliqué. Et donc, analyser a posteriori, ça je l'entends tout à fait, grâce à la trésorerie qu'on a eu un double paiement, ça permet quand même d'initier la relation avec la discussion avec le fournisseur. Voilà un petit peu les premiers sujets qu'il a pu voir. Ensuite, c'est un sujet très particulier dans l'immobilier. Vous savez qu'on est sur un changement de marché sur l'immobilier. On est passé d'un marché vendeur-driven à un marché acquéreur-driven. Et donc, lui, il a une problématique sur ses prix immobiliers qui sont aujourd'hui à la baisse. Et donc, il a pu faire ces modélisations de scénarios pour voir un peu quel était l'impact s'il y avait une baisse de marché de 5%, 10% sur ses commissions. Et donc, in fine, savoir comment il devait adapter la taille de ses forces de vente. Voilà, c'est un peu, je vous livre en vrac, et comme je voyais qu'il y avait un petit débat, je me suis permis de vous donner quelques exemples en live. Merci beaucoup. Du coup, donc, je vous propose qu'on reprenne un peu le fil webinaire. Si vous voulez d'autres exemples, n'hésitez pas. Du coup, donc, comme ce que je vous disais, de toute façon, on lit les questions, on lit vos commentaires et du coup, on essaie d'y réagir le plus possible et de plaire. Du coup, alors j'ai l'impression aux 2 populations qui se sont connectées à ce webinaire. Du coup, pour revenir du coup sur le dernier élément du BFR, c'est la question des stocks. Et là-dessus, j'aimerais du coup passer la parole à Charlotte. Charlotte, on a discuté en introduction et en préparation du webinaire. Donc, tu m'expliquais comment, chez Cofidure, vous avez réussi à limiter la hausse de vos stocks. Donc, si je me souviens bien, ils allaient exploser, faire sans doute être multipliés par 3. Et vous avez réussi du coup déjà à limiter cette trésorerie dormante et ensuite surtout à garder un niveau de trésorerie constante. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu plus quels sont les leviers que vous avez mis en place pour préserver votre trésorerie ? Oui, pas de souci. Effectivement, moi aussi, j'ai installé Agicap il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et mon objectif premier, c'était mes flux d'achat. On achète beaucoup en devises, et notamment en dollars. Et j'avais une problématique d'acheter du dollar au bon moment pour pas faire de perte de change. Et puis, pour pas avoir non plus des stocks qui dorment sur les étagères et de pouvoir en fait les avoir au bon moment pour juste les produire et les livrer à mes clients et avoir un flux relativement court entre le temps d'approvisionnement et le temps
vente, entre guillemets, de ce stock. En mettant même prévisionnel en fait, d'achat, positionné avec un pic d'activité, en faisant un flux rétroactif sur les approvisionnements, en se disant qu'il me faut les appros 2 mois avant la vente à mon client, ça m'a permis en fait, de positionner mes achats de devises au bon moment, et du coup de faire éventuellement des achats planifiés de devises pour essayer de faire pas trop de pertes de change. Quand on a connu l'année 2022 qu'on a connue sur la variation du dollar avant la guerre en Ukraine et après, on sait tous qu'on a fait, pour ceux qui achètent en devises en tout cas, des gros risques d'avoir de la perte financière sur ces devises. Moi, j'ai eu la chance de faire des couvertures juste avant la guerre, mais c'est un coup de chance. Donc, comme je ne voulais pas que cette chance soit unique, j'ai préféré caler en fait vraiment dans Agicap notre besoin. Et puis après, il fallait que ça colle aussi avec le besoin de production. On sait tous qu'on a des difficultés d'approvisionnement, donc c'était encore plus difficile de pouvoir faire des prévisions. On n'a pas de boule de cristal, donc voilà. Mais on a effectivement essayé de limiter, nous, les entrées en stock en lien avec nos clients. Alors là, c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir avec ces clients. Parce qu'ils voulaient des sécurisations de stock. On n'était pas capable de financer pour tous nos clients 18 mois de stock d'avance. Ça, c'est absolument pas possible avec le PFR classique. Donc, il a fallu soit négocier en fait des avances clients, soit négocier des approvisionnements avec nos clients, soit négocier en fait des délais en disant on va produire mais en telle date. Et donc, on a joué sur tous ces leviers-là. Ce qui fait qu'on a effectivement quasiment doublé notre stock quand même. Mais on a maintenu notre position de trésorerie d'une année sur l'autre par 2 biais principaux. Les négos clients, donc financement des avances souvent, ou du cash deposit. Et puis l'autre biais, c'est de la cession de balance confidentielle. Est-ce que du coup, alors, on peut peut-être aborder cette question de cession de balance confidentielle, d'autant que je sais que sur ces questions d'affacturage, Karine et Charlotte, vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur l'impact de ces leviers. Je vous propose du coup peut-être qu'on creuse ça. Est-ce que Charlotte, du coup, en 2 mots, tu peux nous expliquer ce que c'est, comment vous l'avez mis en place, l'impact que ça a eu, et puis on laissera Karine aussi répondre sur ce sujet, parce que voilà, je sais que vous avez des avis qui sont un peu divergents sur ces impacts. Nous, on l'a mis en place, mais que de façon temporaire. Ça veut dire que ça coûte très cher quand même quand on le met en place de façon permanente et qu'on cède ses créances tout au long de l'année. Ça, je pense que c'est quelque chose qui coûte relativement cher, et plus on est dans la difficulté, plus ça coûte cher. Donc, nous, on l'a mis en place de façon ponctuelle sur des moments de l'année clés qui nous permettent en fait d'y faire appel si on a besoin en fait de financer, en l'occurrence là c'était les achats de matières, et puis ensuite on stoppe cet effet-là et on compense par des avances clients. Voilà, c'est la méthode où nous on a décidé de l'utiliser. Si je l'avais mis en œuvre pour toute l'année, j'aurais peut-être perdu un point de marge, quoi. Voilà. Oui, je rebondis. En fait, l'outil de cession de créances, le facteur en général, c'est un outil facile à mettre en œuvre pour un établissement bancaire qui s'appuie en général sur un tri des créances. Il finance uniquement les bonnes créances, donc celles sur lesquelles on est sûr de ne pas faire de perte in fine de créances irrecouvrables. Donc, lui ne prend pas véritablement de risque parce qu'il s'assure de la cotation des créances des clients sur lesquels on cède les créances. Il finance ça à un prix relativement effectivement cher. Ça coûte quelquefois quelques points de marge. Et c'est un fil à la patte qui s'installe souvent dans les entreprises qui ont des difficultés en termes de gestion de trésorerie, qui ont pris l'habitude. C'est un peu une perfusion et il est très compliqué de s'en sortir. Et ça dégrade sur le long terme la marge, et ça peut dégrader aussi la relation client, puisqu'en fait, on ne va plus au contact direct du client pour recouvrer sa créance quand on est en cession totale, y compris sur la partie recouvrement. Et j'ai constaté à plusieurs reprises que ça créait plus de dégâts que ça n'apportait de bénéfices. Et effectivement, Charlotte parlait d'acompte. Il me semble préférable de négocier un acompte avec son client, puisque bien souvent, dans certains modèles, on engage les frais avant d'être payé.
il est plus sain d'avoir un acompte client. En plus, on s'assure de sa solidité financière plutôt que d'aller céder sa créance à un établissement bancaire. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais juste, moi, je conseille d'être prudent sur cette utilisation. Par rapport si je reviens sur les acomptes, qu'est-ce que tu vois qu'il est possible de demander à des clients, notamment des clients qui ne sont pas habitués à payer des acomptes, donc ça peut être des clients réguliers. Est-ce que du coup on leur demande 5%, 10% juste pour le principe de demander un acompte? Est-ce qu'en fait on vient sécuriser vraiment sa trésorerie, on demande plus? Est-ce qu'on demande un paiement upfront de toute la prestation? Comment est-ce qu'on situe ça? Est-ce que tu vois des différences aussi suivant peut-être des secteurs ou des tailles d'entreprise? Il y a énormément de différences. Il y a des, en fait, il y a des modèles comme les vôtres, je vais pas vous citer. Oui. Alors vous avez tout compris, c'est-à-dire que vous faites payer l'abonnement complet pour l'année avant même de l'utiliser. Alors là, c'est bravo. Et à côté de ça, il y a des entreprises dans le bâtiment qui ont vraiment un problème d'aller au-devant du client et de dire, voilà, OK, le chantier, il commence dans 3 mois, mais je vais devoir acquérir les matériaux, payer mon fournisseur à 30 jours. Mes gars, ils sont en train de préparer le chantier et ils ont une véritable problématique à aller solliciter un acompte auprès des clients. Surtout quand les rapports sont déséquilibrés entre des petits et des gros, avec des donneurs d'ordre qui sont gros et qui ont décidé que contractuellement, c'était leurs conditions qui s'appliquaient. Donc, de la même façon, il n'y a pas une seule pratique. Il faut surtout être conscient de l'impact de son activité sur sa trésor. Et tout le monde doit participer. C'est un effort collectif. Il ne faut pas… Voilà. Vous pourriez, à JCAP, avoir des conditions de règlement plus souples vis-à-vis de vos clients. Ça arrive quelquefois, je l'ai vu faire. Et inversement, il ne faut pas hésiter à aller solliciter des acomptes quand on signe des marchés. Ça fait partie d'une démarche de négociation commerciale. Au même titre qu'on négocie un prix, on peut également négocier des conditions de paiement. Complètement. Donc je vois qu'on a glissé avec la question notamment de la facturage, on avait glissé notamment sur la question des frais bancaires et même plutôt donc des charges opérationnelles. Là-dessus, du coup, quand on préparait le webinaire, Philippe, tu avais des éléments sur la question des analyses de répartition de flux bancaires, du dimensionnement des lignes de crédit. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, ça nous a fait glisser. On reviendra après sur d'autres sujets si besoin. Mais voilà, je profite du fait pour poursuivre la discussion. Exactement. Sur la partie flux bancaire, on a déjà évoqué un peu le cas justement avec le témoignage donc de l'agence immobilière qui a effectivement renégocié ses flux par une meilleure répartition. Donc, à savoir, il a réinterrogé tous les flux bancaires de son pool de banques et il a reconsolidé sur une ou deux banques pour optimiser ses coûts. Donc, encore une fois, là, en fait, l'idée, c'est de vous armer des informations pour pouvoir renégocier auprès de vos banquiers. D'accord ? Et là, vous allez pouvoir faire des gains. Deux éléments. Alors là, on va peut-être sur les boîtes plus importantes ou des boîtes qui sont structurées notamment sur format holding plus filiale ou ne serait-ce que quand il y a une étape de consolidation. Ce qu'on voit beaucoup, c'est la difficulté en fait d'avoir une vision consolidée de sa trésorerie. Et on peut avoir des situations paradoxales où la holding, ne connaissant pas la position cash de chacune de ses entités à l'instant T, par maîtrise de son risque, va solliciter un emprunt bancaire. D'accord ? Un emprunt bancaire qui a un coût, d'autant plus aujourd'hui que les taux d'intérêt sont élevés. Et pour se retrouver une situation où cet emprunt bancaire n'était pas nécessaire parce que la trésorerie, en faisant de l'équilibrage entre les entités, aurait permis de ne pas passer par cet emprunt. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on peut arriver à modéliser assez facilement. Peut-être un deuxième exemple, c'est aussi le dimensionnement du BFR. Je discutais avec un client la semaine dernière qui avait des grosses difficultés en fait à dimensionner précisément son BFR, c'est-à-dire qu'il faisait ça sur la base d'Excel, il regardait sa situation bancaire à l'instant T, il regardait ses engagés dans son ERP et consolidait ça dans un Excel, et donc il avait une vision de son BFR. Néanmoins, n'étant pas sûr de ces chiffres parce qu'il a eu des mauvaises expériences par le passé, il se prenait toujours un buffer de 15-20%. Et sur cette base-là, il regardait ce qu'il pouvait financer en fonds propres versus ce qu'il devait aller chercher auprès des banques. Et donc, il se retrouvait à aller chercher 10 millions d'emprunts auprès de la banque. Pour in fine, en fait, n'avoir qu'un véritable besoin de l'ordre de 8 millions. Donc, ça veut dire que sur les 2 millions d'euros qu'il avait pris de trop à la banque, finalement,
et se retrouver à payer des intérêts. Et ça, si vous voulez, ça passe vraiment par accroître la précision du calcul de son BFR pour se retrouver dans des bonnes situations pour ne pas se retrouver à demander des financements qui ne seraient pas forcément pertinents. Complètement. Et il y avait aussi un autre élément dont on avait parlé, c'était la question du spend management. Et donc, je sais que d'ailleurs, Philippe, peu après ta prise de poste chez JCAP, tu étais intervenu du coup sur la question. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 leviers sur cet élément? Exactement. En fait, le spend management, vous imaginez bien, chez Agicap, on utilise Agicap pour notre propre usage. Et donc, moi, je me connecte tous les matins sur Agicap pour justement voir un peu notre situation cash, pour voir quelles ont été nos dépenses. Et en fait, et pourtant, on a Spendesk, on a des outils de spend management en interne. Ce que je me suis rendu compte, là, on n'était pas bon, si vous voulez, c'est que à de nombreux égards, en fait, on faisait du contrôle de dépenses a posteriori. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais en situation de valider des dépenses, mais qui en fait étaient déjà des factures, parce que le processus d'engagement n'avait pas été soit respecté, soit il n'était pas sur les bonnes catégories. On peut à la limite l'accepter sur du travel et encore, voilà. Mais quand c'est des dépenses de plusieurs milliers d'euros et on présente une facture, on te demande est-ce que tu peux la valider, vous imaginez bien que oui, je suis obligé de la valider puisqu'on a déjà pris la dépense. Et donc là, ça nécessite, si vous voulez, de repenser aussi votre processus d'engagement, notamment sur tout ce qui est dépenses indirectes. Pour les plus matures d'entre vous, c'est mettre en place la notion de purchase order. Donc, on va suivre la demande à travers l'organisation et à travers le temps. Moi, ce que je voyais, c'est plutôt sur des boîtes de quasiment la centaine de millions d'euros, certainement des plus petits l'auront, mais ça commence à être des outils assez perfectionnés. Sur des entreprises plus petites, il y a des processus internes qui peuvent être déjà mis en place, je veux dire, par du bon sens et du management qui permettent de mettre ça. Et là, l'avantage, c'est que c'est un gain assez rapide, puisqu'en fait, vous évitez des dépenses, et donc c'est vraiment de l'impact que vous allez pouvoir constater rapidement sur votre trésor. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres, je sais pas dans le chat, si vous avez des questions aussi sur ces éléments, là, ça fait du coup quelques minutes que le chat est un petit peu plus calme. Donc, n'hésitez pas du coup à nous partager aussi vos situations et on pourra du coup y répondre. Je profite du coup pour qu'on glisse sur la fin donc des leviers. Il y avait un élément qu'on voulait aborder avec vous, donc je vais passer la parole à Charlotte dessus. C'est la question de la couverture du risque de change. Donc, alors vous êtes peut-être concerné soit parce que vous facturez du coup dans une autre devise que l'euro, soit parce que vous achetez dans une autre devise que l'euro, soit parce que vous faites un petit peu des deux. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est la stratégie du coup qui a été mise en place chez Cofidure de ce point de vue-là pour justement limiter les risques de change, limiter les pertes de trésorerie sur ce point. Charlotte, du coup, donc je te passe la parole pour que tu nous expliques ce que vous avez mis en place. Oui, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Ce qu'on a mis en place, on a mis en place Agicap tout simplement. On a rentré en fait nos prévisions de trésorerie avec nos prévisions d'achat, que nous on a ventilées en fait par fournisseur en devise. En face de ça, on a ventilé nos clients en devises aussi, puisqu'on facture également en dollars. Et on a créé un indicateur personnalisé, puisqu'en fait, Agicap permet de faire un certain nombre d'indicateurs après, avec des formules mathématiques très, très simples à mettre en œuvre, où en fait, je génère chaque mois mon manque ou mon excédent de devises par le biais d'Agicap, et ça me permet de procéder à des couvertures. Quand je sais en fait que… Tu peux nous donner un ordre de grandeur de ce dont tu as besoin en termes de couverture? J'ai besoin d'un peu plus de 15 millions d'euros à peu près, de dollars par an. Et j'ai une facturation, on va dire, autour de 8. Voilà. Donc, il faut que j'achète 6, 7. Et donc, il faut que je les achète, si je peux, au bon moment et surtout sans perdre trop d'argent. Donc, ce flux-là, c'est pas 300 000 euros tous les mois et puis on n'en parle plus. C'est-à-dire que c'est pas régulier. Ça veut dire que ça dépend vraiment de mes approvisionnements auprès de mes fournisseurs étrangers, US ou Asie. Et donc, sans Agicap, j'avais beaucoup de mal à le faire. Je le faisais dans Excel, mais comme dit Karine, Excel a ses limites. Et puis surtout, en fait, ce qui est bien dans Agicap, c'est que vous avez quand même des scénarios et que du coup, on peut faire en fait des simulations d'anticipation des approvisionnements ou de rallongement des approvisionnements. Ça veut dire que ce que vous aviez prévu d'avoir en février ou en mars,
vous pouvez faire une simulation en disant ça va glisser, ça je vais plutôt le recevoir 2 mois plus tard, et puis vous décalez en fait, soit en pourcentage, soit en valeur, d'ailleurs vous faites comme vous voulez, vos prévisions, et ça vous permet de réajuster votre besoin et de savoir en fait plus proche, évidemment plus on s'approche de la date d'échéance, plus c'est fiable. Après c'est le principe des prévisions en fait, hein. C'est que plus on est loin de la date, plus il y a des aléas. Voilà. Mais concrètement, ça nous a quand même aidé parce qu'on était toujours un peu à l'arrache à la date d'échéance, en train d'acheter des devises en spot à la dernière minute, en se disant il va nous en manquer ou on va en avoir trop. Bon, quand on en a trop, on n'a pas trop de soucis, mais c'est quand il nous en manque en fait que c'est cohérent. Est-ce que tu peux nous parler en 2 mots des instruments financiers que tu utilises? C'est ce que tu m'avais expliqué lorsqu'on préparait ce webinaire, juste du coup pour donner vraiment des instruments aux personnes qui peuvent nous écouter et qui sont dans une situation qui est similaire du coup à Cofidure, et qui peut-être n'ont pas encore aujourd'hui de moyens pour éviter d'acheter au spot au dernier moment. Des moyens, on a plein. Je fonctionnais traditionnellement depuis des années avec uniquement ma banque pour les achats de devises. Et ils n'ont pas des produits hyper inventifs, on va dire. Donc ils font soit de l'achat spot, soit de l'achat positionné à date avec une bonification du taux, ce qui est bien parce que c'est le truc le plus sûr qui existe. Après, je suis passée avec une société, alors je ne sais pas si je peux donner le nom, mais c'est une société qui est... Si, je pense que... Voilà, je ne fais pas de pub, je n'ai pas d'action chez eux. Il s'appelle Alpha FX et je suis directement en fait avec la Bourse de Londres. Et là, en fait, effectivement, on a des produits un peu plus conséquents, avec un cours barrière bas, un cours barrière haut. Quand vous êtes dans l'intermédiaire, vous pouvez décider d'acheter au cours spot. Quand vous êtes au-dessus, vous avez le cours minimum, et quand vous êtes en dessous, vous avez le cours maximum. Et puis, vous avez des bonifications de valeur aussi. Ça veut dire que vous pouvez positionner 300 000 euros, je dis n'importe quoi, au 15 du mois prochain. Et puis, finalement, vous avez besoin de 600 000. Donc, vous pouvez doubler, en fait, la valeur initiale. Moi, j'ai pris des risques en doublement. Après, vous pouvez faire plus si vous voulez, mais plus vous prenez d'écart par rapport au taux initial, plus vous prenez de risques si le cours varie. Voilà. Mais des produits, il en existe plein. C'est hyper technique. Moi, je trouve ça hyper technique. Donc, c'est vrai que depuis que je suis accompagnée par cette société-là, on se fait un point régulier, on va dire tous les 15 jours. D'abord, ils me font un petit topo sur l'évolution des taux et des cours et de ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est tous très pris et c'est très difficile de suivre cette actualité-là. En tout cas, moi, je trouve ça difficile en fait de pouvoir faire des plans sur la comète pour se dire qu'est-ce que ça va donner dans les semaines ou les mois à venir. On s'est rendu compte que fin d'année dernière, on était plutôt proche de 1 et aujourd'hui, on est à 1,09 ce matin, par exemple. Donc, moi, ça fait partie des... Voilà, comme Philippe, j'arrive le matin, j'ouvre Agicap, j'ouvre le cours de la bourse, j'ouvre le cours de dollars. Voilà. C'est mes 3 premières actions du matin. Et ça me permet de guider aussi mes achats. Là, j'ai vu que le cours allait frôler les 1,010. Je vais probablement couvrir mon deuxième semestre très prochainement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste du coup une dizaine de minutes. Je vous propose qu'on passe sur la deuxième partie qui était vraiment centrée sur la culture cash et le change management. Donc, alors, rassurez-vous, du coup, c'est une partie qui était prévue pour être un peu moins longue que la première. Donc, la question qui se pose ici, c'est en fait, qu'est-ce que c'est que cette culture cash? Parce qu'en fait, tous ces déploiements d'outils, ces changements peut-être quand on parlait du coup des relances, ça induit aussi des changements dans la culture de l'entreprise. Donc là-dessus, du coup, je vais commencer avec toi, Philippe. Comment est-ce que tu définirais de ton côté la culture cash en quelques mots? Qu'est-ce que tu as vu qui a fonctionné alors chez Agicap ou même dans d'autres expériences de ce point de vue-là? Ouais. En fait, on entend souvent, vous savez, cette phrase, alors nous, on utilise beaucoup en interne, cash is king. Et en fait, elle est un peu galvaudée parce que dans le sens où elle n'est pas forcément comprise. Comprise, pourquoi? Parce que pour encore beaucoup de personnes, c'est contre-intuitif qu'une boîte rentable puisse faire faillite. Pourquoi? Simplement, si on est out of cash, en fait, on ne peut plus continuer à fonctionner. Et ça, du coup, c'est important de le marteler, de le communiquer, de l'expliquer en interne, pourquoi est-ce que c'est possible. Et moi, ce que je recommande toujours à mes clients quand ils veulent déployer Agicap, 2 types de populations, est-ce qu'on est sur des DG, des DAF ou des RAF? Il faut expliquer à l'organisation en quoi c'est important et en quoi le DG, le DAF va regarder quotidiennement ou toutes les semaines
Agicap et que c'est un KPI de performance de l'organisation. Karine, tu mentionnais tout à l'heure le fait que dans certaines organisations, les commerciaux sont incentivés non pas sur le chiffre d'affaires, mais in fine sur le cash qu'ils ramènent. Ça, il faut que ça soit explicité et revu au plus haut de l'organisation, histoire qu'on sache que la tête pensante de l'organisation va se piloter, regarder le cash, et ça va permettre de le diffuser. Ensuite, deuxième problématique, c'est qu'on pense que le cash, c'est un sujet financier. Et en fait, toute personne, tout individu dans une organisation a un impact sur le cash, de par son département d'origine et puis par son comportement qu'il va réaliser au sein de l'organisation. Peut-être quelques exemples là-dessus. On a vu les commerciaux, ils sont incentivés sur le cash, mais aussi le marketing peut avoir un impact sur le cash. Par exemple, en regardant les niveaux de stock des différentes références, et on a toujours une tendance à vouloir pousser, marketer les nouveaux produits, mais ce sont eux finalement qui, en termes de BFR, sont les plus consommateurs, alors que pousser les références qu'on a déjà en stock, ça va avoir un impact sur le cash. Et ça, le marketing peut aider aussi par un changement culturel à faire ce type d'approche. Au long de la supply chain, ça paraît évident, mais la gestion du stock, la gestion des délais fournisseurs, etc., va aussi avoir un impact. C'est important de adapter le discours sur le cash à chaque département de l'organisation et leur expliquer pourquoi leur comportement, leurs actions au quotidien peuvent avoir un impact sur le cash. Donc, si vous faites cette première démarche d'expliquer, deuxième démarche de c'est de montrer que dans une organisation, c'est quelque chose d'important et que le DG, le CFO regarde ça, vous créez déjà un environnement, si vous voulez, qui est favorable à la gestion du cash. L'outil est un support évident parce que ça simplifie. La grosse difficulté avec la trésorerie, c'est que c'est un des sujets les plus compliqués à automatiser. C'est pour ça que c'est chronophage, c'est pour ça que c'est compliqué à faire, parce qu'il faut arriver à faire des connexions bancaires, connexions à l'ERP, connexions au budget. Donc, toute cette complexité fait que ce n'est pas forcément automatisé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que Excel reste un des outils les plus utilisés pour la gestion du cash. On a évoqué plein d'outils, Agicap en est un, mais Excel, aujourd'hui, nous parlons de notre principale concurrente, c'est encore Excel. Parce que c'est un sujet qui n'a pas été automatisé. Donc, si vous avez ces trois piliers, un outillage, une communication et un leadership qui est intéressé par le sujet, vous créez, si vous voulez, un environnement favorable à la mise en place d'une culture cash. Il y a un partage d'expérience qui est intéressant sur le chat, et Charlotte, du coup, je te laisserai juste intervenir après. C'est Marion qui dit que dans une expérience précédente, elle a fait intervenir une credit manager pour que tout le monde comprenne le temps qui passe entre le moment où on signe un client et le moment où on encaisse. Et c'est vrai, du coup, donc Karine, c'est ce que tu disais, nous, dans le business model d'Agicap, on facture beaucoup upfront, et du coup, on encaisse tout, mais même là, on a une latence quand même dans le processus commercial. Et si vous êtes, en fonction du business model que vous avez, effectivement, si on prend du coup juste depuis la signature du devis, voire du bon de commande, la réflexion du devis, s'il est aligné sur un indice dans le BTP par exemple, et derrière du coup les acomptes, la facturation finale, après la livraison, et si vous êtes dans le conseil, parfois on est payé du coup au succès. Donc du coup, il faut attendre parfois 6 mois, 1 an, 2 ans après du coup la fin de la mission pour vraiment récupérer une partie des success fees. C'est effectivement intéressant de faire intervenir des opérateurs pour qu'ils partagent justement ça. Donc, merci Marion pour ce témoignage. Charlotte, pardon, tu voulais du coup prendre la parole et je t'ai coupé. Non, mais c'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec Philippe. En fait, il faut vraiment que cette culture en fait de la trésorerie soit plus un tabou. Et il a raison, c'est compliqué en fait la trésorerie. Il faut déjà traduire les budgets qu'on a en hors taxe, en TTC, avant de commencer à travailler. Et souvent, que ce soit les contrôleurs de gestion et les comptables, ils aiment pas le TTC en fait. Ils raisonnent pas trésorerie, mais ils raisonnent rentabilité et résultats. Et donc, c'est une autre culture. Dans une de mes précédentes expériences, j'ai été embauchée en fait en janvier et en juillet, on était en procédure collective parce qu'on n'avait aucune visibilité sur effectivement la trésorerie, les échéances. C'était une société qui était finalement endettée à plein d'endroits différents, mais ça ne se voyait pas parce que la compta n'était pas très à jour. Et c'est vrai qu'en moins de 6 mois, alors vous êtes en période d'essai, et puis vous avez, parce que vous voyez les choses arriver, la responsabilité d'aller voir le chef d'entreprise pour lui dire vous m'avez embauché il y a 3 mois, mais moi je vous dis que si on ne fait rien, dans 3 mois, on est en procédure collective. Et on n'a pas eu le choix, on y est allé, mais on y est allé armé, puisqu'on avait effectivement
remis d'équerre un plan de prévision de trésorerie où on voyait que ça passait pas, et plutôt que de laisser les choses se faire, on a pris les devants et on est allé voir le tribunal de commerce pour dire voilà comment on fait maintenant. Et on s'en est sorti, mais à la limite de la limite, hein, parce que le manque de prévision et le manque de visibilité faisait que on était vraiment dans le flou, et ça, c'est plus acceptable à l'heure actuelle, quoi. Bon, c'était il y a des années, hein. Je fais pas mon âge. Ouais, mais Charlotte, tu as tout résumé, c'est-à-dire que bon nombre d'entreprises travaillent non pas en projection, mais en vision statique de la trésorerie. Combien j'ai sur mes comptes aujourd'hui? Il y a un gros sujet d'agrégation, effectivement, on en parlait tout à l'heure, entre les holdings, les filiales, et effectivement de partage de la trésor au niveau des groupes. Quand on n'a pas d'agrégation des comptes, on n'a pas cette visibilité-là. Bien souvent, son partenaire bancaire propose son outil agrégateur et qui fait un simple cumul des comptes, en général, qui n'est même pas en temps réel et qui ne propose aucun type de projection. Et donc, on a un expert comptable qui bien souvent arrive 6 mois après à la clôture des comptes pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Donc, la culture de passer à travailler sur de la projection, c'est-à-dire s'engager sur des BP, transformer la vision hors taxe en vision TTC, parce qu'effectivement, c'est une vraie difficulté d'expliquer aux gens que la trésor, ça se regarde en TTC quand on est sur un BP qui est hors taxe. C'est un sujet complexe, et je ne voudrais pas faire de la pub pour Agica parce que ce n'est pas le sujet, mais présenter des graphiques simples avec des courbes qui permettent de projeter sa trésorerie, avec des scénarios qui permettent de dire ok, j'engage ça a quel impact sur ma trésorerie si je prends telle et telle hypothèse, avec des choses extrêmement simples. Ça change la vie, et ça peut effectivement changer la trajectoire d'une boîte qui, quand elle est limite, peut prendre des procédures en sauvegarde, comme tu as fait dans une vie passée, Charlotte. On peut sauvegarder que si on sait se projeter à minima, quoi. Peut-être, Myriam, je voyais que vous avez des questions effectivement sur le fait que vous avez une difficulté pour déployer cette culture cash. Et effectivement, une bonne pratique, moi j'ai pu voir sur des groupes, le plus gros pour lequel je travaillais, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous imaginez les silos entre les différents départements. En fait, la bonne manière, c'est le portefeuille, comme d'habitude. Donc c'est un système d'incentive. C'est-à-dire que sur chacun des départements, il faut réfléchir à des KPI qui sont des enablers pour permettre d'optimiser le cash. Tu peux nous en donner quelques-uns? Par exemple, sur le marketing, ça va être effectivement la taille des stocks, la taille des rotations des stocks. Ça peut être un sujet supply chain, mais en fait, le marketing est tout à fait légitime parce qu'ils vont aider le push sur des stocks dormants. Service commercial, on l'a évoqué, c'est incentiver plutôt partie les commerciaux sur la collecte de l'argent des deals, et non pas juste se gargariser d'avoir signé des deals. Oui, je suis d'accord avec Philippe. Nous, on a un KPI aussi taux d'encaissement des clients. Ça veut dire qu'on s'est mis un objectif, on ne doit pas encaisser plus de 10% de nos clients en retard. Et c'est un KPI qu'on affiche tous les mois. Donc, le fait de l'afficher a déjà une première conséquence, parce que les gens le voient, en fait. Et quand ils y voient, ils y pensent. Et c'est petit à petit, par des petites choses comme ça, que la culture, elle naît, en fait. La communication visuelle, c'est extrêmement important. Effectivement, quelques indicateurs clés avec quelques graphiques, des choses extrêmement visuelles et simples, et avec une routine d'affichage. Alors, il faut trouver le rythme hebdo, mais il faut voir. Pour comprendre et échanger, il faut avoir un support. Et pour avoir un support, il faut un outil. Et puis, des fois, si ça va vraiment très mal, il ne faut pas hésiter à taper à la direction générale et à dire « là, je suis inquiète ». Et quand une directrice financière ou un directeur financier dit à son patron « je suis inquiète » ou « je suis inquiet », ça doit résonner dans sa tête, et souvent, ça a un effet. Alors après, il ne faut pas alerter tous les 4 matins non plus. mais l'inquiétude du financier sur la trésorerie est quelque chose qui est souvent très prise au sérieux par les directions générales. Comment est-ce que du coup, je rebondis sur une des questions qu'on avait traitées avant, qui était un peu le fait d'avoir honte de relancer ses clients. Comment en fait, en tant que DAF ou même RAF ou comptable, je peux aller voir du coup mon N+1 et lui dire que je suis inquiet, parce que quelque part, on peut penser que c'est mon travail de faire en sorte que je ne sois pas inquiet et que du coup ma direction ne soit pas inquiète. Charlotte, est-ce que du coup tu as un conseil à nous donner là-dessus sur, je sais pas, une formule, le fait d'arriver avec un plan
Alors, moi, je suis assez d'accord sur le management visuel, hein. Donc, moi, je mets les courbes, en fait, et je croise les courbes encaissement, facturation. Et moi, j'ai une courbe aussi hausse de stock, baisse de trésorerie. Donc, quand on voit la courbe qui fait ça, on se dit tout de suite attention, aïe, aïe, aïe. Donc, sur le management visuel, ça, c'est sûr. Et puis aussi, c'est de la pédagogie, en fait. Moi, je pense que on parlait des commerciaux tout à l'heure. Il y en a beaucoup chez nous qui font l'amalgame entre compte de résultat et trésorerie. J'ai facturé une avance à mes clients, donc j'aurai moins de chiffre d'affaires. Non, rien à voir. Sauf qu'en fait, c'est pas leur métier. Donc moi, je fais beaucoup de pédagogie. J'ai des petits slides en fait où j'explique ce qu'est un bilan, qu'est-ce qui est dans le bilan a des conséquences sur le compte de résultat et qu'est-ce qui n'en a pas, mais qui a des conséquences sur notre cotation Banque de France, les assureurs fournisseurs, les assurances crédit fournisseurs, enfin ce genre de choses. Et j'essaye de leur inculquer une petite culture financière. Et ça tous les mois, puisqu'en fait on a des reportings financiers tous les mois. Et petit à petit, ça prend parce que on se rend compte qu'ils nous posent de plus en plus de questions et qu'ils sont de plus en plus intéressés au sujet. Aussi parce que leurs clients à eux ont des obligations vis-à-vis de leur direction financière en interne. Et par ces temps un peu tendus, finalement, la finance devient au cœur de beaucoup de sujets. Et le fait d'avoir une bonne communication, moi, j'interviens de plus en plus, par exemple, dans des audios clients pour faire de la pédagogie aussi auprès de nos clients, pour leur expliquer qu'on ne peut pas financer 18 mois de stock pour eux parce qu'on n'a pas qu'un seul client. Et que, voilà. Mais quand c'est dit par un financier, le commercial se sent plus de poids et puis il est assis avec quelqu'un dont c'est le métier. Donc, il aime bien, quoi. Mais je suis une convaincue de la pédagogie et de l'explication et de la communication. C'est un peu bateau tout ça, hein, mais c'est important. Non, mais c'est du terrain, c'est de l'expérience terrain. Et effectivement, ça ne peut pas marcher autrement. Si on n'explique pas, ça ne peut pas marcher. Alors, merci beaucoup. Il est déjà 12h02, on a un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Et bon, on n'a pas eu le temps non plus de tout traiter, mais du coup, c'était pour coller au plus proche des questions qui nous ont été posées. Je vous laisse du coup 2 minutes dans le chat si vous voulez reposer quelques questions. On essaiera d'en traiter peut-être une ou deux en séance. Oui, j'en vois déjà une de Thomas, là, comment vous revenez vers nous pour notre demande. La bonne nouvelle, c'est qu'on a en mémoire en fait tout le chat, donc on va pouvoir venir individuellement pour répondre à vos questions. J'ai l'impression qu'il y a un sujet sur un deuxième webinaire qui a germé pendant les échanges, donc avec grand plaisir pour faire une session plus agicapienne sur la présentation d'outils et comment on peut en servir au quotidien. Donc, on va l'organiser très, très rapidement. Et puis, sur les autres sujets, on vous répond individuellement, soit par mail, soit on vous contactera pour échanger. Et Thomas, vous avez une question sur les solutions de placement pour la trésorerie dormante. Alors, on vous avait répondu, mais donc, je ne sais pas si c'était par rapport à ça. Donc déjà, vous pouvez vous rapprocher de votre banque ou de courtier. Nous, on travaille par exemple avec Panda Finance, parce qu'on ne propose pas de solution de gestion de trésorerie, de placement de trésorerie, pardon. Et on a des clients qui en ont besoin. Donc voilà, peut-être que du coup, Karine et Charlotte auront aussi des recommandations à vous faire. Moi, je fais des placements en devises. C'est ce qui rapporte le plus aujourd'hui. Effectivement. Oui, alors moi, je n'ai pas la boule de cristal. Compte tenu des perturbations sur les marchés en ce moment, je me garderais bien de donner un conseil sur les placements. Du coup, Karine, tu gardes un peu, tu gardes conseil un peu plutôt de garder du cash pour le moment. Non, je dis pas ça. Je dis qu'avant d'aller imaginer faire des placements, il faut s'assurer que ouais, je suis plutôt en mode s'assurer qu'on a bien le cash qu'il faut pour passer l'année, parce qu'il risque d'y avoir des perturbations. Et voilà. Alors moi, les placements que je fais, c'est des placements court terme, hein, c'est des placements un mois. Voilà, c'est des placements un mois, du court terme. Et sur des placements court terme libérables tout de suite, ça ne rapporte rien si vous les placez en euros. Donc, je les place en dollars. C'est ça. En ce moment, il n'y a quand même pas grand-chose. Ouais. Parfait. C'est vraiment que ça dure. Hein. Effectivement. Vaut mieux investir dans une entreprise et faire de la croissance externe. C'est un bon point, effectivement. Du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Pendant que je conclue, ce que je vous propose, c'est noter ce webinaire sur une échelle de 1 à 10. Je sais aussi qu'au début, on a eu quelques commentaires disant qu'on n'était pas assez dans le concret. Donc, si vous êtes toujours là, est-ce qu'on a réussi du coup à redescendre dans le concret, à répondre à vos attentes 10, du coup, ça veut dire que vous avez appris des choses que vous allez pouvoir mettre en place. N'hésitez pas non plus à continuer à poser vos questions
indiquer ce qu'on aurait pu faire autrement. À nouveau, du coup, on va garder le chat en mémoire et on reviendra du coup vers vous. Merci à nos 3 intervenants, merci à Charlotte, merci à Karine, merci à Philippe, merci à la DFCG aussi qui était partenaire de ce webinaire. Et merci à vous tous et toutes. Vous étiez du coup plus de 150 à nous rejoindre en live pour votre écoute, pour vos questions, pour vos commentaires. Certains étaient effectivement un peu cash, mais en tout cas, on aime bien. Et donc, du coup, le replay va être disponible dans les minutes à venir. On vous fera aussi parvenir du coup une synthèse de ces échanges par mail avec des réponses plus spécifiques aux questions que vous aurez pu poser. Voilà, je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une très belle journée. Merci bien. Merci tout le monde.